Merci Bruno. Merci. Bruno. Donc oui, les stations orbitales, stations spatiales, j'ai mis sur la diapositive, j'ai mis stations spatiales parce qu'en fait ces stations sont évidemment dans l'espace, parfois en orbite autour de la Terre, pas forcément en orbite autour de la Terre. Donc une station spatiale est orbitale, qui orbite autour de la Terre, la plus connue, la plus récente, celle qui est encore en fonction, la Station spatiale internationale. C'est pour donner un peu le tempo. Qu'est-ce qu'on fait de mieux en matière de stations orbitales, de stations spatiales en ce moment? On ne va pas faire une histoire des stations orbitales, bien sûr, on n'est pas compétents pour ça, à tous les deux, et ce n'était pas ça qui nous intéressait avec nos compétences communes, c'était plutôt de parler de la façon dont les humains ont occupé l'espace, en dehors de la Terre, bien sûr, et pas sur un autre monde. Il y a eu la Lune, ils l'ont occupée, disons, temporairement, malgré tout, quelques séries, quelques 6 ou 7 vols vers la Lune, avec quelques jours à chaque fois. Là, les volontés d'occuper l'espace en permanence, dans un endroit où on recrée des conditions favorables à la survie d'un être humain, ou de plusieurs êtres humains, pas autonomes, en tout cas pas dans l'ISS, ils ne sont pas totalement autonomes, ils dépendent évidemment des cargos qu'on leur envoie pour la nourriture, pour l'eau, pour l'oxygène. Voilà un peu ce qu'on sait faire de mieux. 450 tonnes, c'est grand comme un terrain de football, à peu près la surface totale. Si on devait la poser, ça tient sur un terrain de football. Population 6, mais depuis 2009, parce qu'avant c'était 3. Et elle a 20 ans, elle aura 20 ans en 2018, la station, elle a 20 ans en 2018, la station spatiale internationale, elle va probablement durer encore une vingtaine d'années. Quand on va s'en passer, il va falloir réfléchir à comment la désorbiter, quoi en faire. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose prévu pour la remplacer. Les Chinois ont des volontés, ils ont désorbité leur station, ils vont en récupérer, pour le moment, en faire une autre. Alors nous, ce dont on va vous parler avec Hugo ce soir, c'est, disons, les stations orbitales, une histoire un peu de ce que les humains ont pensé mettre en orbite ou ailleurs dans l'espace pour que des humains puissent y vivre. Parler aussi de la façon de comment elles fonctionnent, comment on les a imaginées du point de vue structurel. On rentrera un peu, mais pas beaucoup, en fait, dans les détails de ces affaires-là. Il y aura donc un peu de physique. Et il y aura aussi, qu'est-ce qu'on y fait? Pourquoi on a fait ça? Pourquoi elles ont été imaginées? Et qu'est-ce que les gens ont pensé? Et pourquoi on n'en a toujours pas? Vous verrez des stations incroyables. Un peu de science-fiction et un peu de droit, de politique, de structuration sociale dans ces stations. Alors, oui. Pour commencer, oui? Oui, non, parce que justement, ces stations, pour l'instant, vous voyez, la population, c'est 6. Ce n'est pas vraiment ce qu'on appelle une société. Mais on peut, vous allez le voir, grâce à la science-fiction, imaginer que peut-être demain ou après-demain, on ait quelque chose qui ressemble à une nation orbitale. On verra si c'est possible. Alors pour vous mettre tout de suite dans l'ambiance et pour vous faire flotter instantanément... Et on peut baisser les lumières un petit peu. C'est parti. C'est parti. Alors, vous avez reconnu, c'est écrit en bas, l'arrivée à la station orbitale de 2017 d'espace avec la valse Le bonnet du bleu de Richard Strauss. Plein de choses extraordinaires dans cette image, d'avoir une ambiance incroyable, un objet technique stupéfiant, jamais vu à l'époque et toujours pas vu actuellement. Une coordination de l'arrivée du vaisseau de la Paname, évidemment, qui tourne pour arriver et rentrer dans le hangar en dépit de la rotation de la station. Rotation de la station qui est là, on va le revoir tout à l'heure, pour créer à l'intérieur une gravité artificielle. Station d'ailleurs dont on voit qu'elle n'est pas entièrement construite. Il y a des morceaux manifestement encore en chantier. Donc c'est déjà une station opérationnelle, mais qui ne demande qu'à être améliorée, complétée pour en faire quelque chose d'utile. Et on verra qu'est-ce qui était imaginé dans la science-fiction et pour les ingénieurs qui ont rêvé ces stations. Alors ces rêves d'ingénieurs, ils datent en fait d'il y a assez longtemps. Dès 1928, en fait, un ingénieur slovène imagine une station orbitale en rotation. La voici, Hernan Potočnik, qui imagine une station. Là, voilà les dessins d'origine, et voilà une représentation de la même station dans la couverture en 1929, très peu de temps après, une année après, dans ce qu'on appelle les pulps.
c'est-à-dire ces magazines aux couvertures, vous voyez criardes. On voit des fois aussi des extraterrestres qui enlèvent des pin-up et des gars avec des gros guns, des fusées phalliques qui débarquent je ne sais où. Et donc là, on voit cette station qui est ici, qui est exactement celle de Potočnik, et on voit tout un tas d'éléments intéressants déjà représentés. Regardez, il y a des petits personnages qui sont ici. Lui, il a la tête, je sais pas, la tête en bas par rapport à celui-là, ou la tête en haut. Enfin, bref, ils sont orientés tous, ils ont tous le corps orienté vers le centre, vers le moyeu de la station, qui est en rotation sur elle-même, qui, par la force centrifuge que la rotation crée, produit à l'intérieur de la station une manière de pesanteur artificielle qui veut éjecter les personnages et le contenu vers l'extérieur. À chaque fois, je pointe l'extérieur comme ça, l'extérieur, ce qui fait que le pourtour de la station, alors là, cette fois-ci, elle est vue dans une autre coupe, eh bien, le pourtour de la station, la surface latérale de la station, est le plancher de la station. On voit aussi des grands réflecteurs qui sont ici, qu'on voit très bien ici. On comprend ce que c'est. Alors on voit des rayons qui arrivent et puis des réflexions, mais là c'est très clair, des grands réflecteurs qui vont capter la lumière solaire et la diriger vers un point qui deviendra chaud et qui servira de point chaud probablement pour faire une machine thermique, c'est-à-dire quelque chose qui sera capable de produire de l'électricité pour l'ensemble de la station. On voit aussi les déplacements, si on voulait, du bord de la station au moyeu central. Il y a un ascenseur qui fait l'aller-retour, mais aussi on peut prendre une manière d'escalier ici, et qui, on voit l'inclinaison est faite, et le personnage n'a pas la même inclinaison que les autres, et d'ailleurs ne subit pas, parce qu'il n'est pas la même distance du centre de rotation, ne subit pas la même pesanteur. Donc une station, déjà dès le début, très technique, c'est vraiment un objet d'ingénieur, en position géostationnaire, tout de suite imaginé en orbite autour de la Terre avec une période de révolution exactement égale à la période de rotation de la Terre sur elle-même. Ce qui est justement remarquable, je souligne pour vous, c'est que le film qu'on vient de voir, que vous connaissez tous, de Stanley Kubrick, pourrait passer pour être finalement la première station orbitale crédible. Et en réalité, cette station orbitale, vous l'avez là en 1928, dans l'entre-deux-guerres, et tout de suite répercutée dans un magazine de science-fiction. Donc, une chose qui est très importante à souligner ici, que moi en tout cas sur laquelle je voudrais insister, c'est que il y a un très fort rapprochement entre l'imaginaire de la science-fiction, Science Wonder Stories en 1929, et l'imaginaire des ingénieurs. Et donc finalement, Stanley Kubrick n'est pas le premier, n'est pas véritablement le tout premier à parler de station orbitale. On a, dès les années 30, des rêves techniques, comme l'a présenté Roland, avec tous les éléments de prise en compte des aspects techniques qui sont présents dans un récit de science-fiction. Alors, on peut remarquer une toute petite chose qui a l'air de rien ici. Hugo Gernsback, éditeur, sous le Science Wonder Stories, Hugo Gernsback, éditeur. Hugo Gernsback est un luxembourgeois qui a émigré aux États-Unis, qui a importé avec lui les auteurs de proto-science-fiction, Jules Verne, Wells, Poe, etc. Il les a importés avec lui. Il a créé des magazines de vulgarisation scientifique et des magazines qui deviendront des magazines de science-fiction. Il a publié le premier magazine, The Magazine of Science Fiction, qui est Amazing Stories. Et puis ensuite, il en a publié tout un tas d'autres, dont Science Wonder Stories. Il a aussi été l'éditeur d'un autre magazine qui s'appelle Air Wonder Stories. Et regardez, un éditorial de Hugo Gernsback, Station in Space. Alors évidemment, il n'est pas question de lire tout ce qu'il a écrit là, mais il y a une petite partie quand même qu'on peut agrandir. Et il nous dit à quoi vont servir ces stations, comment il faudrait les appeler. Le professeur Hermann Oberth qui est un des pionniers de l'astronautique allemand. Il y a quelques grands pionniers de l'astronautique. Il y a Konstantin Tsiolkovsky, qui est un Russe, Hermann Oberth, un Allemand, et puis son fils spirituel, qui est Werner von Braun. Il y a un Français qu'on oublie souvent, qui est Robert Reynaud-Pelterie. Et puis il y a Goddard, un Américain, aussi, qui a fait des fusées à propulsion liquide dans son jardin, si je veux dire quasiment dans son jardin. Et voilà à quoi il ne veut pas appeler ça tellement Space Station, des stations spatiales, mais plutôt des Revolving Space Observatories, ce qui est beaucoup plus intéressant. L'idée qu'a Oberth d'utiliser, la raison pour laquelle on va faire ce genre de station, ça n'est pas tant d'abord pour les habiter, peut-être on va les habiter, mais elles vont être surtout utilisées comme observatoires de la Terre et du ciel. Donc tout de suite un objectif d'utilisation scientifique, observatoire du ciel pour voir et découvrir les merveilles du ciel, c'est ce qui est dit plus loin dans l'article, dans l'éditorial, mais observatoire de la Terre, utile bien sûr pour la météorologie des pôles, voilà aussi quelque chose qui est un peu curieux pour nous, mais météorologie des pôles,
pour l'agriculture et pour la navigation maritime. Il y a explicitement écrit dans cet article que si jamais on avait eu ce genre de choses, eh bien la catastrophe du Titanic n'aurait jamais eu lieu, parce qu'on aurait pu le prévenir à l'avance qu'il y avait des icebergs sur sa route et qu'il y avait des choses dangereuses sur sa route. Donc on a tout de suite l'usage de l'espace pour regarder la Terre et regarder l'espace, regarder le cosmos, est absolument tout de suite présente. Et avant de passer à la diapo suivante, ça permet moi d'insister sur le fait que la science-fiction est un vecteur de diffusion de la connaissance scientifique. C'est-à-dire que lorsque Hugo Gernsback, comme vous l'a dit Roland, écrit cet édito, il n'écrit pas cet édito uniquement pour des fans de science-fiction, il ne fait pas de la surenchère en leur parlant de vaisseaux spatiaux supraluminiques, il leur montre bien que l'avenir probable, l'avenir qui attend l'humanité, c'est celui des stations orbitales, et que ces stations orbitales, non seulement elles ont une structure, bien entendu, on l'a vu déjà, mais aussi elles ont un rôle. Et ici, l'auteur qu'est Hugo Gernsback, qui écrivait aussi des romans, montre qu'il a conscience de la nécessité de trouver une justification. Aujourd'hui, on discute beaucoup sur l'ISS, à savoir qu'est-ce qu'on fait dans l'ISS, quel type de science on fait. Thomas Pesquet est allé dans l'ISS, il a fait de la science. Eh bien, Hugo Gernsback, dans les années 30, montre qu'il y a une raison scientifique, et la première et peut-être la plus importante, c'est pas de partir loin, mais c'est très raisonnablement d'observer la Terre. Alors ce lien entre la science-fiction et la science, il est très fort dans la science-fiction américaine, et l'un des auteurs qui l'incarne le mieux, qui n'était pas d'ailleurs lui-même scientifique de formation, c'est Robert Hanson Heinlein, qui est probablement le Jules Verne américain. Je pense que c'est la meilleure façon de le définir. Et Robert Heinlein a fait tout un travail de vulgarisation, de promotion de la conquête spatiale. Son idée, c'était de former une génération de gamins qui lisaient les récits de science-fiction à devenir des ingénieurs, des astronautes et peut-être des acteurs de la conquête spatiale. Et ici, dans son Histoire du futur, je vous cite un extrait, on est dans les années 50, 1950 exactement, donc bien avant le Stanley Kubrick que vous avez vu tout à l'heure. Voilà ce qu'il dit, voilà ce qu'il écrit. Vous avez vu la station en photo, un cylindre gigantesque semblable à une grosse caisse de batterie. Il prend des métaphores classiques, faciles, avec des ouvertures pour laisser le passage à la proue des vaisseaux, les mêmes ouvertures qu'on voit dans Stanley Kubrick, dans le 2001. On aurait pu faire tourner la station tout entière, mais un vaisseau ne peut pas accoster contre un derviche tourneur. Et là, on voit bien dans le Stanley Kubrick, on voit bien la difficulté. Voilà, on voit bien la difficulté, le changement de référentiel. Un vaisseau ne peut pas arriver dans quelque chose qui tourne comme ça, il doit ajuster sa rotation. Et Heinlein pressent ça, il a cette intuition de rationalité qui est très forte. C'est pourquoi, dit-il, on avait construit une partie pivotante pour le confort de l'homme et une partie fixe pour les déchargements, les dépôts, etc. Vous voyez ? Donc la science-fiction, lorsqu'elle éclot, elle est main dans la main avec la science. Aujourd'hui, lorsqu'on dit dans le grand public que ça c'est de la science-fiction, ça veut dire toujours ça n'est pas de la science. Eh bien, aux États-Unis et sur les stations orbitales, c'est le contraire. Alors justement, le cinéma va évidemment s'emparer aussi de ce modèle-là, et ce sont des ingénieurs qui, pour la plupart, sont des ingénieurs qui viennent de l'Allemagne, de l'ex-Allemagne nazie, et je parle notamment de Werner von Braun, que vous connaissez tous. Werner von Braun était véritablement le savant ingénieur allemand qui a mis au point les V2, les fameuses fusées d'Hitler, et qui a, je tiens à le souligner, continué à travailler pour les nazis jusqu'à la fin de la guerre. Il a été récupéré par les Américains uniquement après, et qui imagine donc en 1952, 2 ans après Robert Heinlein, la première station orbitale à roue, en forme de roue, la roue orbitale littéralement, et qui commence déjà à réfléchir à ce qu'on va faire de ces roues orbitales. Vous voyez, il écrit « Ce sera un hôtel, les astronautes pourront y vivre pour 1 mois ou 2 de suite, et ils feront la navette entre la Terre et la station pour effectuer ce qu'il appelle des travaux spéciaux. On peut comprendre ici des recherches scientifiques. » Oui, cette station, on voit bien qu'elle ressemble tout à fait à celle de, ou plutôt l'inverse, celle de 2001 ressemble tout à fait à celle-ci. Une station orbitale qui sert, on le voit dans le film, d'hôtel, de lieu de départ pour un endroit plus lointain qui est la Lune, où après toute l'histoire, une partie de l'histoire se déroule. Et dans cette station orbitale qui est ici, on a encore une fois une rotation, 76 mètres de diamètre, une station qui fait 3 tours par minute, ce qui fait que la gravité, en fait, due à l'accélération centrifuge sur la partie périphérique, n'est pas égale à celle de la gravitation terrestre, mais à 1/3 de celle de la gravitation terrestre, et elle est prévue pour abriter 80 personnes.
On voit d'ailleurs quelques-uns de ces personnages, comme l'a dit Manchu, dans toutes les œuvres de Chesley Bonestell, il y a toujours 2-3 petits personnages qui sont là, qui ont le mérite de donner l'échelle de l'objet, et puis de montrer que c'est vivant, que ce n'est pas juste du matériel, un tas de ferraille en orbite. On voit les petits personnages qui sont ici. La partie qui est ici, quand on regarde les plans détaillés, parce que ça c'est une image qui a été produite, mais il y a eu des articles, notamment il y a une série d'articles dans une revue qui s'appelle Colliers, où il y avait tout un tas de choses qui étaient détaillées par von Braun, par Willy Ley et d'autres auteurs pour la conquête de l'espace, comme on disait à l'époque. Et sur les stations, il décrit un peu ce qu'il y a dans cette station. Et la partie ici, c'est un réacteur nucléaire qui surplombe la station et qui la nourrit en électricité pour la faire fonctionner. Il n'y a pas de panneau solaire, on voit qu'il y a un objet. À la limite, on pourrait presque demander d'où vient l'énergie. Si on ne vous dit pas que le réacteur nucléaire est caché là, vous pouvez imaginer qu'il n'y a rien et c'est assez fâcheux pour le fonctionnement de la station. Alors, une station qui est en rotation sur elle-même pour créer une pesanteur artificielle sur les bords, donc ça veut dire que le plancher, ce sont encore une fois les parties latérales. C'est quoi l'impression quand on est dedans? Eh bien, encore une fois, 2001, parce que quand même c'est un film de ce point de vue-là tout à fait emblématique, tout à fait réussi, et dont on fête cette année les 50 ans de la sortie, voilà ce qu'il nous montre de l'intérieur, alors non pas de la station spatiale cette fois-ci, mais de l'intérieur du vaisseau, du Discovery One, qui part de la Terre ensuite, qui emmène les astronautes, et puis le fameux ordinateur HAL. Et donc voilà, l'intérieur de la station est même animé. Donc on voit un personnage qui sort du moyeu central, qui là avec un petit morceau qui leur permet d'avoir une gravité artificielle. Il sort, on sent qu'il est un peu léger, pas tout à fait. Et regardez, il sort radialement. Là, il est en apesanteur. Là, il doit sentir la gravité. Et regardez l'effet évidemment que ça donne, magnifiquement rendu, avec ces sarcophages tout à fait inquiétants, étonnants pour les passagers. Et il marche sur un cylindre, sur une roue de hamster, et le plancher s'incurve et remonte vers le haut. D'accord, et il y a une impression visuelle tout à fait spectaculaire. Il y a son collègue qui est ici, il est sorti par là, et il est là, et il a, évidemment, quand il était ici, le bas était dans cette direction, et maintenant le bas, il est sous ses pieds dans la direction exactement opposée. Et bien ça, c'est l'effet de rotation de ce module qui est rendu, qu'on ne voit pas tourner, on est dans le référentiel du module, et on ne fait que subir les conséquences d'être dans ce référentiel, autrement dit, une pesanteur artificielle due à la rotation de la station. Alors, il y a eu des tests, ce qui est assez marrant, il y a un film qui est assez marrant, qui montre des tests d'une possible roue orbitale, mais sur Terre. Alors, regardez, c'est assez rigolo. Voilà le personnage qui est ici va marcher. L'axe de rotation est ici, il est vertical, on est sur la Terre, là c'est le sol. Cette roue est donc horizontale, et le type il marche sur le mur, comme si vous essayiez de marcher verticalement sur le mur. Alors il est tenu pour pas bêtement tomber, et après ça, il doit rester collé au plancher par le simple effet que cette roue tourne. Et regardez ce que ça se passe, c'est des tentatives qui ont été faites en 1966 par la NASA pour simuler ce qui pourrait se passer dans une station orbitale en rotation. On imaginait réellement faire ça. Ce genre de test n'est absolument plus à l'ordre du jour. Alors voilà, la station, elle est tenue, elle tourne à un dixième de gravité terrestre. Enfin, la station, en tournant à 4 tours par minute, fait une gravité artificielle d'un dixième de gravité terrestre. Et voilà le gars. Là, on est dans le référentiel de la station, la caméra tourne avec, il a tout l'appareillage là qui le maintient. Vous voyez que c'est un peu, il a l'air un peu bête avec son système, mais il marche et il doit essayer de vérifier que ça se passe bien et qu'il arrive à se déplacer avec un dixième de gravité. Un dixième de gravité, c'est pas beaucoup. La Lune, c'est un sixième, c'est plutôt un sixième de gravité terrestre. Donc là, un dixième, c'est plutôt un peu moins fort que la Lune. Ça permet aussi de tester ce genre de choses. On imaginait dans une station avec une gravité plus faible pouvoir reproduire des ambiances gravitationnelles variées, celle de la Lune ou celle de Mars, qui est 38% de celle de la Terre. Donc regardez, c'est assez étonnant. Je vous montre l'autre petit extrait qui est là, mais on ne va pas regarder, le film dure 4 ou 5 minutes. Et donc il y a eu des tests réellement tentés pour simuler la rotation d'une station orbitale, voir comment on va devoir se déplacer dedans, quelles seraient les sensations et comment on ferait pour finalement vivre. Ça a l'air plus facile pour lui. Oui, ça a l'air plus facile parce que la gravité est un peu plus forte, parce qu'il se déplace un peu plus vite, il tourne un peu plus vite. Et là, la caméra tourne avec la station. Alors il y a tout cet appareillage là pour qu'il puisse se déplacer en étant tenu alors qu'il est évidemment dans une position tout à fait bizarre. Est-ce que tu sais combien il y a eu de morts pendant ces tests? Non, aucun. Je ne sais pas, mais je pense aucun. Okay. Voilà. Alors, si on regarde aussi dans un œuvre de science-fiction d'Orson Scott Card, La stratégie Ender, 2 choses. D'abord le film, l'extrait du film, et puis la description. De la description. Je vous laisse regarder l'extrait d'abord.
l'extrait d'arrivée à la station orbitale. Regardez, 2 parties rotatives, contrarotatives. Il y a 2 parties contrarotatives. Une partie centrale fixe, pratique pour s'amarrer. Les étudiants, les futurs qui rentrent, regardez, ça tourne, mais là c'est pour vous donner l'idée qu'on est en train de tourner. Et là on est dans le référentiel de la station d'un coup. Et regardez le plancher. Le plancher s'incurve vers le haut. Ça vous donne une idée du rayon de courbure de la chose qui va faire le tour. Et en marchant sur ce plancher qui s'incurve vers le haut, c'est votre sol, finalement, qui au lieu de s'incurver vers le bas, comme le sol de la Terre, avec un très grand rayon de courbure de 6378 km, et bien là, vous avez un rayon de courbure beaucoup plus petit. Et la description? Alors justement, oui, voilà, au-delà de l'explication scientifique, l'un des talents des auteurs de science-fiction, c'est de rendre saisissable, compréhensible à tout un chacun, finalement, quel est le sentiment que l'on a à bord de cette station. Pour la stratégie Ender, vous connaissez peut-être l'œuvre de Orson Scott Card, et c'est l'histoire d'une guerre interstellaire avec une race extraterrestre très mystérieuse, les Dorifors, et Ender va être formé pour être le champion de la Terre, et il va être notamment formé, entraîné dans cette station orbitale en apesanteur pour pouvoir gérer des combats spatiaux extrêmement complexes. Mais le sujet n'est pas là ce soir. Voilà un extrait des dialogues à bord de la station lorsque Ender arrive à bord et il demande voilà, où est le bas? Où est le bas? Où est le bas? Quelqu'un peut me le dire? Et il le lui dit. Le vaisseau tourne sur lui-même et c'est cela qui donne l'impression que le bas existe. En fait, le plancher décrit une courbe dans cette direction. Suivez cette courbe et vous reviendrez à l'endroit d'où vous êtes parti. Donc on est en parfaite concordance avec le savoir scientifique et les ressentis expérimentaux que vous avez vus tout à l'heure. On est dans les années 80 sur la stratégie Ender, donc il n'a pas vraiment de mérite, mais en tout cas il respecte la science. Tout le centre de l'école de guerre, le moyeu de la roue, le centre de la roue, est occupé par les salles de bataille, des salles d'entraînement, en somme, qui ne tournent pas, ces salles d'entraînement, elles sont en apesanteur, qui ne tournent pas avec le reste de la station. Ça, c'est exactement la même description que Robert Heinlein dans les années 50. C'est de cette façon qu'il réalise l'apesanteur. Je ne vais pas jusqu'au bout de l'extrait, ça suffit, pour vous montrer que la science-fiction continue jusque dans les années 80 à rester extrêmement rigoureuse sur la faisabilité technique d'une station et aussi sur les modalités de structure. Lorsque Roland parle de roues contrarotatives, c'est aussi, on le verra tout à l'heure, une manière d'équilibrer l'artefact, en quelque sorte, qui est cette salle d'entraînement. Je peux le dire tout de suite quand même sur les roues contrarotatives. Quand une chose tourne sur elle-même, elle crée évidemment à l'extérieur son pourtour une force centrifuge qui permet pour les habitants qui marchent sur cette surface latérale de ressentir une pesanteur artificielle qui est égale à l'accélération centrifuge. Mais évidemment, cette roue qui tourne a un moment cinétique, a quelque chose qui a à voir avec une sorte de quantité de rotation, moment cinétique dont Patrick Henbel a fait un splendide film noir pour ceux qui étaient cet après-midi. Et pour que si cette station a un moment cinétique, c'est une manière de toupie. Et si on voulait la changer de direction, cette station est aussi un vaisseau éventuellement qui pourrait se déplacer. Et la changer de direction, si elle tourne sur elle-même, eh bien, c'est comme faire changer de direction une toupie. Et une toupie qui change de direction, en fait, elle ne change pas de direction, elle se met à, au lieu d'avoir l'axe vertical et elle tourne autour de l'axe, elle se met à précesser, elle tourne autour de son axe qui lui-même tourne autour d'un axe qui est l'axe vertical. Et pour éviter ce problème de précession, eh bien, il faut que le moment cinétique soit nul. Mais le moment cinétique nul avec une seule partie qui tourne, ça veut dire que ça ne tourne pas. Et si ça ne tourne pas, vous n'avez pas la pesanteur artificielle. Vous voulez la pesanteur artificielle sans avoir le moment cinétique total, égal à une valeur non nulle et positive, eh bien, vous faites 2 parties qui tournent l'une en sens inverse de l'autre. C'est ce qui arrive aussi dans les hélicoptères. Les hélicoptères russes Sikorsky, par exemple, ils ont 2 hélices qui tournent en sens contraire l'une de l'autre. Alors, il y a un autre film très emblématique de la science-fiction. Oui, alors... je laisse Hugo continuer. Alors, c'est un film que vous ne connaissez pas. Étonnamment, je pense que la plupart d'entre vous ici ne l'ont pas vu. Qu'est-ce qui a vu Conquest of Space de 1955? Levez la main. Si quelqu'un a déjà vu ce film, non? Même les fans de science-fiction des années 50, non? Alors, c'est un film qui est un peu passé inaperçu. Lorsqu'on pense à la conquête spatiale, en général, on pense à
Destination Moon, le film de George Pal qui date de 1950, basé sur l'œuvre de Robert Heinlein. Et puis celui-là, bizarrement, il est passé à l'as alors qu'il est littéralement emblématique. Conquest of Space, on est en 1955, et c'est véritablement un film de propagande. Un film de propagande, quand je parle de propagande, je ne parle pas de propagande au sens réduit du terme, au sens politique, je parle de propagande au sens acceptons le futur qui nous attend, et ce futur, il est inexorable, c'est que l'homme ira dans l'espace. Et c'est exactement ce que dit l'affiche du film. Regardez cette affiche, Conquest of Space, see how it will happen in your lifetime. Regardez ce qui arrivera de votre temps, de votre vivant. Vous avez l'extrait ici en anglais. This is a story of tomorrow, or the day after tomorrow, when men have built a station in space. Donc c'est l'histoire de demain ou d'après-demain, quand les hommes ont construit une station dans l'espace, qui est construite, je continue en français, qui a la forme d'une grande roue et qui exactement se trouve située à un point d'équilibre par rapport à la Terre. Et ça, Roland va pouvoir éventuellement en parler aussi. Et quel est le but de cette station? La connaissance scientifique, la compréhension de l'univers et l'affirmation de quelque chose qui est vraiment, juste pour terminer, vraiment une conviction profonde, pas simplement américaine, une conviction humaniste pour moi, l'homme a sa place dans le ciel. Il n'est pas condamné à ramper sur le sol terrestre. Oui, là on voit les liens, encore une fois très forts, entre un film de science-fiction et la science qui était produite à peu près à la même époque, puisque c'est un film des années 50, et là on voit la station, une partie de la station qui est là, qui ressemble mais très exactement à la station de Wernher von Braun qu'on voyait tout à l'heure, de 52, qui est la même station, et regardez à quoi sert la chose, observing post, observer le ciel, observer depuis le ciel, ouais, exactement, et un endroit où on peut fabriquer des vaisseaux qui, eux, vont aller explorer l'espace. Il précise des choses, elle est à 1000 miles out from the Earth, donc on comprend à 1000 miles d'altitude, à peu près 1600 km d'altitude, ça veut dire presque 8000 km de rayon, le rayon de l'orbite, du centre de la Terre à la station, et elle tourne autour du monde en 2 heures, et effectivement, si vous calculez la période orbitale sur une orbite circulaire de rayon 8000 km, c'est 2 heures. Donc, ils auraient pu mettre n'importe quoi, ils ont mis les bonnes valeurs, ils ont mis les bonnes références, aux bons endroits, les bons dessins, enfin bref, ils ont intégralement pris leurs idées, depuis les rêves d'ingénieurs, les propositions d'ingénieurs, parfaitement éduqués en sciences et parfaitement éduqués techniquement. Ouais, juste avant que tu montres, je reprends la fin de la citation. Assembler des vaisseaux spatiaux, c'est la prise de conscience qu'on ne peut pas lancer un vaisseau spatial directement de la surface terrestre parce que c'est un gâchis extraordinaire de carburant et d'énergie. Donc cette station, elle est faite pour lancer des vaisseaux qui vont explorer d'autres planètes, en l'occurrence les planètes du système solaire. Dans le film, ils se rendent sur Mars, mais aussi the vast universe itself and the last and greatest adventure of mankind, dans la plus grande et la dernière aventure de l'humanité. Il y a vraiment ici un vibrato qui n'est pas simplement le dépassement de la frontière à l'américaine, mais d'affirmer que la destinée de l'homme, comme le disait Konstantin Tsiolkovsky, n'est pas de rester toujours sur son berceau terrestre. Et du coup, si tu veux bien... Le titre, là, et le titre de... Voilà, le titre de ce film est pas plagié, hein, il est littéralement... Il y a un partenariat véritablement entre les concepteurs du film et l'auteur. Oui, parce que regardez les 2 auteurs, voilà, Chesley Bonestell et Willy Ley. Si vous regardez là, il y a marqué Chesley Bonestell et Willy Ley. Voilà. Ils ont été les collaborateurs scientifiques sur ce film. Alors, juste pour ajouter, Willy Ley, c'est aussi un Allemand au départ. Alors lui, un peu différent de Wernher von Braun. Lui, il a quitté l'Allemagne en 1935. 34-35, donc au moment où Hitler véritablement prend de façon très claire le pouvoir. Et Willy Ley a produit un très grand nombre d'ouvrages sur les rocket ships, en fait, entre guillemets, les techniques de propulsion spatiale. Et c'est aussi avec Chesley Bonestell, qui est l'artiste associé aux scientifiques. Ici, on a des Chesley Bonestell dans la salle. Il y a Christophe Dougnac. Et puis on avait Monchu il n'y a pas longtemps, et ils sont là en exposition. Eh bien, l'artiste et le scientifique rendent, regardez cette image suggestive, rendent sensible pour le grand public, dans un ouvrage puis dans un film, ce que signifiera, ce que représentera
aller dans l'espace et aller dans des stations orbitales et au-delà. Je rajouterai une dernière chose sur Willy Ley. Willy Ley, Werner von Braun, Hermann Oberth, Renaud Peltery et d'autres Français et d'autres Allemands ont été les membres fondateurs d'une société qui s'appelait en allemand la Verein für Raumschifffahrt, la société pour le voyage dans l'espace, qui a été fondée dans les années 30 en Allemagne et qui était là pour la promotion et la réalisation pratique d'un voyage dans l'espace avec des fusées, des stations, etc. Donc c'est dans toute une lignée de spécialistes, de scientifiques et d'ingénieurs qui pensent et qui veulent réaliser le voyage dans l'espace d'une façon ou d'une autre, que ce soit l'orbite et puis après plus loin la Lune et les planètes lointaines. Alors Isaac Asimov, je ne fais pas l'affront de demander au public ici si vous connaissez les robots d'Isaac Asimov. Isaac Asimov, c'est Fondation, Isaac Asimov, c'est le cycle des robots, mais c'est aussi, comme les auteurs de cette époque, lui il est russe d'origine mais naturalisé américain, c'est aussi toute une réflexion et on s'approche petit à petit dans cette conférence du sens presque économique, social, presque déjà juridique aussi de la station orbitale. À quoi sert une station? On sait qu'on peut la faire. On sait qu'on en a les moyens techniques. On a les ingénieurs allemands qu'on a récupérés habilement aux États-Unis pour la développer. Mais concrètement, à quoi ça va servir? Alors dans cet extrait qui est un roman pour la jeunesse, pas très bon d'ailleurs, hein, c'est pas le même niveau que Fondation au sens strict du terme, les aventures de David Starr. Voilà ce que dit Asimov. Les vaisseaux spatiaux ne sont pas conçus pour faire face aux caprices d'une atmosphère dense. C'est pourquoi des planètes telles que la Terre et Vénus, entourées d'épaisses couches d'air, doivent disposer de stations orbitales pour accueillir les vaisseaux intersidéraux et permettre aux voyageurs de poursuivre leur course dans ce qu'il appelle des caboteurs, on dirait aujourd'hui des navettes, hein, tout simplement, planétaires équipées d'ailes rétractables grâce auxquelles il se joue des courants d'air capricieux jusqu'à la surface de la planète. Donc, les stations orbitales sont des hubs, c'est-à-dire ce sont des astroports. C'est finalement le plus crédible de tous les astroports. On ne peut pas penser à un astroport à la surface d'une planète parce que c'est un énorme gâchis d'énergie. Il faut donc une station orbitale. On se déplace de station en station comme dans un métro entre guillemets interplanétaire. Et ensuite, pour atteindre la surface de la planète, les auteurs de science-fiction imaginent des petites navettes, des vaisseaux qui ressemblent beaucoup finalement à des avions, hein, Roland, de ce point de vue-là. Alors il y a quand même eu une tentative, un projet en tout cas jamais réalisé par la NASA de faire quelque chose qui ressemble à une roue orbitale pour créer une pesanteur artificielle. Voilà, c'est le projet qui s'appelle Nautilus X, Nautilus D, je ne sais pas comment il prononcer. C'est cette partie-là qui est ici. Ce serait l'idée d'envoyer des humains vers Mars ou d'envoyer des humains vers une destination lointaine, mais la première à laquelle on pense, ce n'est pas la Lune, parce que des humains ont déjà été sans aucune espèce de support gravitationnel pendant le voyage, qui durait quand même quelques jours. Arriver sur la Lune, il y a une pesanteur qui est d'1/6 de pesanteur terrestre. Là, pour aller vers Mars, il faut 6 mois de voyage, et 6 mois en impesanteur, les astronautes peuvent évidemment subir les conséquences de cette impesanteur, à la fois dans leur musculature, dans leurs os, dans leur ossification, dans leur allongement. On grandit en impesanteur, la structure squelettique se dilate un peu. Et pour éviter que des astronautes qui, voyageant 6 mois jusqu'à Mars, se retrouvent incapables de marcher à la surface de Mars, parce que même une gravité de 38% de celle de la Terre pourrait s'avérer trop forte pour leurs muscles affaiblis par 6 mois d'impesanteur, eh bien, il y avait l'idée quand même d'avoir une station, enfin pas une station, mais une roue qui permette d'avoir pendant au moins un certain temps une pesanteur artificielle, peut-être d'1/3 de la pesanteur terrestre, c'est-à-dire en gros la pesanteur de Mars, de sorte que les astronautes arrivent en bonne condition physique, en tout cas musculaire, à la surface de la planète. Et ce projet-là, ça c'est le vaisseau martien, mais cette roue-là aurait pu être testée sur la Station spatiale internationale, ce qui aurait permis aux astronautes de la Station spatiale internationale de pouvoir passer un peu de temps, par exemple leur temps de sommeil, en gravité réelle, faible, peut-être 1/3 encore une fois, ou la moitié de la gravité terrestre, mais le projet à plusieurs centaines de millions de dollars n'a encore jamais été réalisé. Par contre, évidemment, la science-fiction et les films de science-fiction ne se privent pas de ce genre d'idées, et on voit ici dans le film Mission to Mars, quelque chose qui ressemble tout à fait au projet Nautilus X, même si le film précède. On voit ici un avant qui ressemble étonnamment à un avant de navette spatiale. On voit ici cette chose-là qu'on ne voit pas il n'y a pas d'extrait, qui tourne sur elle-même et à l'intérieur de laquelle les astronautes évoluent. On ne vous montre pas l'extrait parce qu'on en a d'autres et sinon on va passer trop de temps à regarder les extraits. L'extrait est magnifique dans le film. Si vous n'avez pas vu Mission to Mars, c'est un film discutable par beaucoup d'aspects, mais là l'extrait est magnifique. Il se déplace, on les voit se déplacer à l'intérieur de cette roue de hamster, un peu comme dans 2001 l'Odyssée de l'espace, avec une musique rock de Van Halen tout à fait sympathique.
et puis ils dansent, enfin c'est très sympa. Il y a une scène, là, une séquence qui dure 4 ou 5 minutes, qui est vraiment sympa et qui montre absolument tous les effets de changement de haut et de bas au prétexte que vous avez fait la moitié du tour. Le bas a changé de direction parce que vous êtes dans la direction opposée. Ce sont de très jolies images. Alors, il y a eu d'autres stations ou d'autres vaisseaux imaginés beaucoup plus grands. Là, on va passer dans une autre échelle. Ça, ce sont des choses où on voit ici le poste de pilotage. Ça pourrait être celui d'un avion, d'un gros avion. Donc, cette chose-là, ça fait peut-être, je ne sais pas, 20 mètres de diamètre ou quelque chose comme ça. Là, on passe dans un autre monde. Dès les années 60, en fait, un astéroïde est vidé et creusé à l'intérieur avec un bloc de propulsion à l'arrière, un radar, quelque chose de communication à l'avant. Et à l'intérieur, il est creusé et il est mis en rotation sur son axe principal, toujours pour cette raison de gravité artificielle. Et à l'intérieur, on voit déjà dessiner quelque chose qui ressemble à un paysage où on voit une sorte de grande mare, de grands lacs intérieurs cylindriques avec des écoulements, des rivières qui s'écoulent. Donc là, on passe dans une autre échelle, effectivement. Ce projet de Cole Scarfo, c'est un ingénieur et un illustrateur, 32 km de long, 16 km de diamètre. Là, c'est un autre monde. Oui, il faut bien vraiment dans un objet titanesque, aux dimensions d'un astéroïde, d'un bel astéroïde déjà, creusé, travaillé pour être transformé en vaisseau génération. Les vaisseaux génération, ce sont ces vaisseaux interstellaires qui iraient à des vitesses raisonnables. Nul besoin d'aller à la vitesse de la lumière pour atteindre les étoiles si vous avez le temps de survivre à ce voyage, ou éventuellement sur plusieurs générations, d'où le nom de vaisseau génération. Ceux qui descendront du vaisseau ne sont pas ceux qui y sont montés, ce sont leurs descendants lointains. Oui, il faut bien comprendre ici que c'est un changement énorme d'échelle. C'est-à-dire qu'on rentre dans une deuxième partie là, de notre présentation de ce soir. Il ne s'agit plus maintenant simplement de faire des roues orbitales. Je pense que vous avez bien compris que l'histoire a montré que la roue orbitale fonctionnait et qu'elle n'est pas en soi une nouveauté et qu'elle était déjà bien établie et bien présente dans la faisabilité technique. Ici, c'est vraiment l'idée des sociétés nomades. Nous sommes les enfants d'une société sédentaire. Qu'est-ce que ça signifierait d'avoir des stations orbitales qui soient configurées de telle manière et qu'elles représentent un si grand espace qu'on pourrait avoir des mers, des continents, et puis peut-être des populations de plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de personnes. Alors, vous allez me dire, et Roland va maintenant vous le montrer, vous allez me dire, tout ça c'est de la science-fiction pure, là il faut arrêter maintenant Hugo, ça suffit, tu as assez parlé, laisse parler Roland Lehoucq, c'est un scientifique, il va nous dire que tout ça c'est des foutaises, et qu'aucun scientifique digne de ce nom ne peut imaginer un truc pareil. Et en réalité... Et en fait, alors ça commence... Alors j'ai mis 73, là j'ai mis un dessin que j'ai fait quand j'étais petit, du vaisseau Rama, voilà, parfait, bravo. Du vaisseau Rama, un dessin que j'ai fait petit, j'avais 20 ans, donc petit. C'était petit. J'étais petit, oui, par rapport à maintenant. Bon, bref. Et donc ce vaisseau... qui est en fait, alors dans l'histoire, pour vous narrer quand même en 2 mots l'histoire de Rendez-vous avec Rama de Arthur Clarke, qui n'est pas un scientifique, mais qui a une solide formation scientifique. Arthur Clarke, c'est pas un guignol non plus du point de vue intellectuel. C'est lui qui a suggéré en 1945 d'utiliser l'orbite géostationnaire pour y mettre des stations de télécommunication internationales. D'accord, si ça vient de là, l'idée elle vient de là, d'un gars qui a fait des films de science, pas des films, des livres, des romans de science-fiction, dont la fameuse nouvelle La Sentinelle, qui a donné 2001 l'Odyssée de l'espace. Dans ce Rendez-vous avec Rama, un grand artefact rentre dans le système solaire. Les humains pensent qu'il s'agit d'un astéroïde comme Oumuamua, dont nous a parlé Florence récemment, qui est un objet extrasolaire qui a traversé le système solaire et qui vient d'un autre système solaire. Eh bien, on aurait parfaitement pu imaginer que c'était Rama, par ses dimensions, un vaisseau qui rentre, les humains vont l'explorer, ils n'y trouvent nulle vie, mais il se passe des choses. Et puis le vaisseau, il est sur une orbite hyperbolique, il va s'éloigner à l'infini, il va repartir à l'infini. Il est temps pour les humains de repartir. Ils ont eu 3 ou 4 semaines pour explorer le vaisseau. Ils savent qu'il y a des extraterrestres qui font des trucs incroyables. Ils n'en ont vu aucun, mais ils ont la preuve qu'il existe une vie, une intelligence extraterrestre ailleurs, par l'exploration de ce vaisseau. Alors, au-delà de tout ce qu'il y a dans le vaisseau, c'est pas ça qui m'intéresse, ce sont les dimensions, 50 km de long, 20 km de diamètre, avec une coque épaisse d'à peu près 2 km, donc ça laisse ici à peu près 16 km de diamètre, donc 8 km de rayon. C'est un truc incroyable, c'est des dizaines de kilomètres carrés de surface interne sur la surface latérale. Le vaisseau est en rotation, donc ici, ce qui est marqué 10 km, là c'est une mer
c'est une mer. Cette mer, vous voyez qu'elle a une rive plus basse et une autre qui est plus haute, parce que ce vaisseau va être en accélération à un moment donné, il va se propulser, et l'horizontale ne sera pas la même, parce que le bloc océanique va se déplacer, et il faut qu'il ait la rive vers laquelle sera poussée l'eau, qui soit plus haute, pour que ça ne déborde pas bêtement et que ça inonde tout le vaisseau. Le vaisseau est conçu nickel. J'avais fait ce dessin pour réanalyser tout ce que raconte Clarke dans son roman. Il y a zéro faute. Zéro faute, tous les calculs, toutes les choses sont cohérentes. Et on peut se demander pourquoi faire des vaisseaux si grands. Un vaisseau si grand, eh bien tout simplement, on a dit tout à l'heure que quand on est en rotation sur lui-même, le vaisseau autour de son axe principal, eh bien il y a la force centrifuge qui crée cette pesanteur artificielle. Mais ça c'est bien si vous ne bougez pas, mais si vous vous mettez à bouger, vous allez subir une deuxième force d'inertie, la force centrifuge, une deuxième, la force de Coriolis, qui résulte du fait que vous vous déplacez dans ce référentiel en rotation, dans ce vaisseau en rotation. Et cette force de Coriolis, elle a des conséquences. Si on pense à la Terre, par exemple, le fait que la Terre est en rotation sur elle-même, le sens des ouragans ou des cyclones dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud n'est pas le même, parce qu'ils subissent, parce que ce sont des vents en mouvement, la force de Coriolis dans un référentiel terrestre qui est un référentiel tournant et qui va dévier les vents. Alors si vous êtes dans l'hémisphère nord, ça va les dévier dans un sens et puis dans l'hémisphère sud dans l'autre sens. Donc cette force de Coriolis va s'exercer sur quelqu'un qui se déplace à l'intérieur du vaisseau. Ce quelqu'un, il va se déplacer, on ne sait pas à quelle vitesse, mais mettons qu'il marche, qu'il court, ou peut-être qu'il fait du vélo, ou un dispositif de déplacement. Vous pensez que pour parcourir les 50 km, peut-être vous avez besoin d'un petit système roulant efficace. Mettons que vous vous déplacez à une dizaine de mètres par seconde. Je vous épargne le calcul, mais on peut montrer que si vous voulez que la force de Coriolis que vous allez subir dans vos déplacements dans le vaisseau soit plus petite, disons que 1/20 de la force centrifuge, c'est-à-dire de la gravité que vous ressentez et qui est due à la rotation, eh bien, il faut que le vaisseau ait une taille d'au moins 4 km, que son rayon soit d'au moins 4 km. Donc un grand vaisseau, ça permet, en le mettant en rotation, d'avoir à la fois cette force centrifuge qui vous donne la gravité artificielle et d'avoir une force de Coriolis, disons, raisonnablement faible au regard de la pesanteur artificielle, si votre vitesse n'est pas trop grande, disons de l'ordre d'une dizaine ou d'une quinzaine de mètres par seconde. Et si on regarde la couverture de l'édition d'une édition du Rendez-vous avec Rama d'Arthur Clarke. Regardez, on voit l'intérieur avec la mer intérieure, et regardez, les vents s'enroulent. Alors là, c'est un peu fantaisiste, parce que c'est pas du tout comme ça que devaient être les vents et les nuages. Il y aurait des nuages dans un tel vaisseau, éventuellement, vu les dimensions, l'atmosphère, il y aurait une pression atmosphérique qui serait variable entre l'axe et la surface. Il y aurait des nuages, il y aurait de la pluie, il y aurait tous les phénomènes, tout un tas de phénomènes météorologiques, et donc éventuellement des vents ou des nuages qui s'enroulent pas du tout de la façon qui est représentée ici, mais qui veut représenter quelque chose qui est dans ce vaisseau. Il y a cette force de Coriolis, et donc il y a des mouvements aériens, aérodynamiques, qui sont d'une certaine façon comparables, ou qui ont une cause comparable à celle que l'on trouve à la surface de la Terre. Oui, et puis le talent de Arthur Clarke, qui invente à partir de la science, c'est aussi lui qui travaille sur les ascenseurs spatiaux, parmi les premiers, avant même que les scientifiques vraiment se penchent sur la question. Les satellites de télécommunication, tu l'as dit. Arthur Clarke, c'est aussi l'un des auteurs qui imagine l'utilisation des voiles solaires, dans une nouvelle qui s'appelle Le vent venu du soleil, où la propulsion photonique, lente en quelque sorte, est imaginée. Et là, voilà, je vous laisse lire en réalité la qualité d'évocation que Clarke a. Il faut nommer les lieux pour qu'ils deviennent humains. Il faut s'approprier un espace. Si on ne lui donne pas de nom, on le sait depuis la plus haute antiquité, on ne peut pas se l'approprier. Donc, les humains qui vont visiter Rama, qui est un monde extraterrestre littéralement en mouvement, encore une fois, eh bien, ils vont le nommer. Nous avons appelé plaine centrale cette portion de cylindre longue de 50 km qui sépare deux dômes. Il peut sembler insensé d'appeler plaine une surface aussi évidemment courbe, mais à notre sens, cela est justifié. Elle nous apparaîtra plate quand nous nous y poserons, tout comme l'intérieur d'une bouteille peut apparaître plat à la fourmi qui la parcourt. Et vous voyez, faire de la vulgarisation, rendre sensible quelque chose, c'est utiliser, on en a déjà parlé dans d'autres conférences, des outils très simples comme la comparaison qu'un enfant, tous les enfants font des comparaisons, ou des analogies, ou parfois des métaphores, comme disait Vincent Bontemps dans le Marathon des sciences. Eh bien ici, c'est une simple comparaison qui d'un coup vous propulse dans Rama. Un objet complètement contre-intuitif,
où l'horizon, au lieu de descendre, monte vers vous à votre rencontre, eh bien on le comprend parce que lorsqu'on y est, on est dans la même situation qu'une fourmi enfermée dans une bouteille. Question d'échelle, elle peut paraître simplement comme un horizon plat. Et c'est la même chose, ce serait la même chose. C'est la même chose sur Terre. L'horizon, la surface jusqu'à l'horizon semble plate parce que la portée du regard jusqu'à l'horizon de quelques kilomètres ne nous fait pas ressentir la courbure de la Terre aussi intensément que quand on est en orbite. Et là, on voit que la Terre, évidemment, est bien ronde. La même sensation avec cet horizon qui remonte. Et vous regardez, si vous regardiez le plafond, vous voyez les antipodes, enfin l'équivalent des antipodes sur une sphère, qui est le point diamétralement opposé sur le cylindre. Ça doit être un spectacle absolument stupéfiant de voir ce genre d'endroit. 50 km, vous pensez 50 km de long, enfin, c'est quelque chose qui doit paraître infini, enfin à nos yeux extraordinairement grand. Il doit y avoir vraiment des images étonnantes. Là, c'est une tentative, une vue d'artiste, bien sûr, qui a été faite. Il y a même un petit film sur YouTube, il y a quelqu'un qui s'est amusé à faire une représentation 3D, l'équivalent de ce que j'ai fait 2D à la main, un truc très chiadé, 3D, en image de synthèse de l'intérieur de Rama, où on se déplace. Ouais, moi, je préfère ta représentation 2D. Il faut reconnaître. Je reconnais. Alors, en fait, ce Rama 73, il y a eu quand même une tentative technique d'ingénieur. Alors évidemment, Clark n'est loin d'être ignorant en sciences, mais là, c'est une tentative d'ingénieur qui vient d'un gars qui s'appelle Gerard O'Neill, un ingénieur américain qui, en 1974, publie un article dans Physics Today où il décrit des gigantesques cylindres en rotation. Alors, vous voyez que c'est un peu différent de Rama, pour le coup, parce que là, il y a des ouvertures par lesquelles peut pénétrer la lumière du Soleil, et puis il y a des zones utilisables, cultivables, sur lesquelles on peut se déplacer. Donc, il y a des ouvertures où on peut pénétrer la lumière du Soleil. Regardez, à côté, il met à l'échelle des gratte-ciel, il met à l'échelle un pont pour montrer un peu l'incroyable taille de cet objet. Et puis, regardez, sur la partie cylindrique, il y aura des choses qui peuvent ressembler, on peut habiller le paysage, faire des montagnes, faire des choses comme ça. Et bien sûr, il y a des nuages, il y a tout ça, la pression atmosphérique varie du centre au bord, tout un tas de choses. On peut regarder, si on zoome un peu sur ce qui se passe dans le tableau, regardez plusieurs modèles. Le modèle 4 est particulièrement intéressant, 32 km de long, 3 km de rayon. Très grande taille, encore une fois, en rayon pour la même raison, pour que la force de Coriolis ne soit pas trop manifestement importante au regard de la force centrifuge et qu'on puisse se déplacer aisément. Et regardez les nombres indiqués de population, 10 000 pour le plus petit modèle, 200 000 à 20 millions pour le plus grand modèle. Et regardez les earliest estimated dates, là ça fait rigoler. 2008. 2008, lui l'idée, 2008 c'est jouable, enfin c'est jouable, c'est le plus tôt. Ça ne veut pas dire qu'on va le faire en 2008, mais disons au plus tôt 2008, on peut avoir, vous voyez qu'on en est bien loin. Alors, ce qui est intéressant dans ce... Là, c'est un rêve d'ingénieur aussi, mais très éduqué. L'article est relativement détaillé. Ce n'est pas un long article. Après, des gens, on peut éventuellement mettre beaucoup plus de détails, comment on met une biosphère là-dedans, plein de choses. Mais il y a une chose intéressante, c'est pourquoi on fait ça? Pourquoi il propose ça? Et pourquoi en 74? Pourquoi il propose ça? Et pourquoi en 74? Eh bien, la réponse, elle est donnée dans le chapeau, comme on dit. Un travail d'ingénieur précautionneux et une analyse de coûts précautionneuse elle aussi montre que l'on peut construire dans des endroits dans l'espace autosuffisants et plutôt plaisants dans les 2 prochaines décades, solving many of Earth's problems, pour résoudre certains des problèmes de la Terre. Et quels sont les problèmes de la Terre en 1973 ? Il y a d'abord le choc pétrolier. Bon. Mais il y a eu aussi la publication du rapport du Club de Rome qui explique, et dont les modèles, dont les conclusions sont toujours valables, avec un modèle très, très crude, comme on dirait, très simpliste presque au début, mais il y avait pas mal d'ingrédients tout à fait importants, qui montrent que si l'humanité ne fait pas attention à la façon dont elle gère ses ressources, elle va s'effondrer par épuisement des ressources non renouvelables que sont les matières premières. Alors on pense immédiatement au pétrole, par exemple, et aussi aux métaux. On pense au fer et au cuivre, il y a encore un peu de temps, mais pour les métaux plus rares, les métaux des téléphones portables, les métaux des écrans d'ordinateur, qui eux, les terres rares, comme on dit, qui eux vont s'épuiser à un rythme beaucoup, beaucoup plus rapide. Mais dès les années 70, c'est absolument clair qu'il y a un risque d'effondrement de la population humaine à la surface de la Terre si elle ne prend pas garde à ménager ses ressources. Et une réponse possible, la voilà, créer des stations orbitales gigantesques, tant qu'il est encore temps, de sorte que l'on puisse mettre pas 3 ou 4 humains, mais dans la station 4, jusqu'à des millions d'humains. On est des milliards sur Terre, il y a encore de la marge.
Mais imaginez, si vous pouvez en faire une, vous pouvez en faire deux, si vous creusez un astéroïde, et puis ensuite, de fil en aiguille, les économies d'échelle, enfin, tous les gens dans le système capitaliste vous expliqueront que ça se passera très bien. 1, 2, 4, 8, 16, 32 stations, et ça y est, toute la population humaine est en orbite. Et du coup, la vie est belle, la Terre devient à nouveau vivable, et l'humanité essaime, comme c'est son destin, comme le vendaient, entre guillemets, comme le proposaient les auteurs de science-fiction. Et donc là, on tombe dans l'idée que ces stations orbitales, leur usage ne sera pas observer la Terre, observer l'espace, ou servir de hub pour les voyages dans le système solaire, mais vont être proprement l'échappatoire de l'humanité. Oui, en fait, c'est le typique des années 70. La science-fiction, contrairement à ce qu'on peut penser, n'est pas du tout détachée du présent dans lequel elle est. Aujourd'hui, par exemple, les auteurs de science-fiction sont obnubilés par le transhumanisme, l'intelligence artificielle et le rapport entre l'homme et la machine. Dans les années 70, c'est les enjeux environnementaux, ça fait déjà plus de 50 ans, et que cette problématique des ressources est posée. Et la science-fiction réagit. Elle offre en quelque sorte ce que les scientifiques appellent une expérience de pensée, c'est-à-dire des solutions envisageables. Et ici, avec ces stations spatiales cylindriques, gigantesques, vous voyez qu'on n'est plus du tout dans la même logique, on a une dimension sociologique qui apparaît, et puis une dimension écologique très forte. Les années 70, c'est par exemple Soleil Vert, c'est aussi Silent Running, le film de Douglas Trumbull, qui imagine qu'on va sauver les dernières forêts de la Terre en les envoyant dans l'espace. Et c'est l'idée très simple, complètement surréaliste pour nous aujourd'hui, qui sommes plutôt accoutumés à la notion de décroissance, mais attention aux idéologies, bien entendu, attention aux œillères qu'on se met devant les yeux. Dans les années 70, l'idée c'était quoi ? Eh bien, il y a un poids de l'humanité qui est trop lourd pour les ressources de la planète. On avait déjà conscience à l'époque qu'on consumait plus d'une terre chaque année. Et donc l'idée, c'était quoi ? C'était de mettre la terre en friche. Pour tous ceux qui ont un peu étudié l'agriculture, le rythme ternaire de la terre, on sait qu'une fois tous les 3 ans, il faut mettre la terre en friche pour qu'elle se reconstitue. Eh bien, le rêve utopique des auteurs de science-fiction et des scientifiques, main dans la main d'une certaine façon, c'était de penser la possibilité de désengorger le monde sans en arriver à des solutions qui seraient des solutions beaucoup plus inacceptables, comme des guerres ou des exterminations ou des réductions, par exemple, de la natalité. Et ici, l'idée dans les années 70, il faut retrouver l'état d'esprit des années 70, qui est très différent du nôtre aujourd'hui. C'est beaucoup plus un état d'esprit tourné vers les solutions lointaines, les solutions utopiques. Eh bien, voilà une possibilité, coloniser l'espace pour donner le temps à la Terre de redevenir un jardin avant de revenir, et évidemment de ne pas commettre les mêmes erreurs. Donc il y a tout le traumatisme effectivement du choc pétrolier aussi. Et du coup, quel type de société on va pouvoir mettre en place, comment on s'organisera, etc. Et les romans commencent à parler de ça. Quel système juridique, quel système politique ? Dans une station comme ça de 20 millions de personnes, cylindrique, un univers littéralement fermé, quel régime politique va fonctionner ? La démocratie ? Une dictature ? Ce sont des questions que les auteurs se posent dans les romans de cette époque. Alors voilà quelques vues quand même, des vues d'artistes, notamment d'un artiste aussi, d'un space artiste qui s'appelle Rick Guidici, qui a fait ce travail pour la NASA. Voilà, cette fois-ci 2 cylindres de O'Neill. Ils sont couplés entre tous les deux et un tourne dans un sens et l'autre dans l'autre sens. Une paire contrarotative, encore une fois, pour que si cet objet veut pouvoir être manipulé, orienté, il n'est pas destiné à voyager, mais si on veut pouvoir le manipuler, l'orienter, eh bien le moment cinétique total est nul et on peut faire, il n'y a pas de moment gyroscopique, si j'ose dire, on pourra le manipuler sans trop de difficultés. Là, c'est une vue extérieure. On voit ici les grands panneaux qui sont levés, qui ouvrent ces parties latérales par lesquelles va rentrer la lumière du soleil, voire qui la réfléchissent par ces pétales qui peuvent s'ouvrir éventuellement se refermer. Voilà les vues intérieures qui étaient représentées, vous voyez. Il y a de l'eau sur des grandes tailles, il y a des forêts, c'est verdoyant, il y a de la lumière qui rentre, il y a un aspect un peu space art, là, parce qu'on a des planètes lointaines, on n'est pas du tout au voisinage de la Terre, ça peut pas être la Terre et la Lune, ça, les tailles relatives sont pas du tout les bonnes. Ça pourrait être des exoplanètes. C'est pour montrer quelque chose aussi de flamboyant, incontestablement. Et puis encore une vue interne d'un cylindre de O'Neill, encore, où là on voit le pont, là, qui évoque des grands ponts américains, comme le Golden Gate ou d'autres, qui montre tout de suite l'échelle
l'échelle titanesque de la structure, avec ce remarquable système où l'horizon s'élève vers le ciel, parce que le ciel vertical du lieu où vous êtes, eh bien, c'est l'autre côté du monde. Alors, ce genre de station ou ce genre d'artefact cylindrique en rotation, eh bien, on le retrouve évidemment dans Interstellar, la station Cooper dans Interstellar, où on voit ici cette zone lumineuse qui était tout à fait prévue de la même façon, une grande zone lumineuse dans dans la station Rama, enfin dans le vaisseau Rama, une grande zone lumineuse, ça remonte vers le haut, on voit des fermes. On peut discuter de l'intérêt de planter du maïs dans une station orbitale, même de grande taille, maïs, céréales extrêmement gourmandes en eau, ou dans une station encore bien plus que sur Terre, les ressources sont comptées, et combien comptées, l'oxygène, l'eau en particulier, je ne parle même pas des ressources de nourriture, mais disons l'eau et l'oxygène pour commencer sont comptés, il n'y a pas de prise d'oxygène et d'eau à l'extérieur, il faut que la station se débrouille pour recycler, vous imaginez, au mieux tout ce qui se passe, tous les déchets de la station, il y aura toujours une petite perte, donc ça nécessite quand même que cette station parte avec, ou que cet engin parte avec, disons, des ressources de compensation pour compenser la petite perte espérée, petite aussi petite que possible, et éventuellement aller ramasser. Alors là, ils sont en orbite autour de Saturne, hein, dans le film Interstellar, c'est une station qui est en orbite autour de Saturne. Et en étant en orbite autour de Saturne, on pourrait imaginer ramasser de la glace, je ne sais pas, dans les anneaux, enfin tout un tas de choses extraordinaires dont on ne peut que rêver, mais en tout cas, planter du maïs, ce n'est pas particulièrement malin. Alors, on peut faire une estimation du rayon qui est ici, avec les échelles de taille. Le rayon de courbure qui est donné en gros par des échelles de taille à cause de la taille des bâtiments qui sont là. C'est peut-être 200 mètres ou 300 mètres. C'est plutôt plus petit qu'un cylindre de O'Neill, hein, d'accord. Ce qui fait que pour faire une gravité terrestre, bon, on peut calculer. Bon, c'est des petits calculs qu'on peut faire s'amuser. Si on veut maintenant comparer à ce qu'on sait faire en vrai en matière de culture orbitale ou spatiale, faire pousser des choses consommables dans l'espace, voilà la vue Interstellar, qui reproduit en gros le Midwest américain en orbite autour de Saturne. Voilà la vue réelle. Il y a un espèce de truc là, qui est en fait tout petit, parce qu'il ne s'agit pas que ça prenne de la place trop, où on fait pousser quelques salades dans l'ISS en octobre 2017. Les premières cultures végétales consommables, mais qui je crois n'ont pas été consommées parce qu'on voulait les analyser pour savoir si tout allait bien, si ça allait tuer personne. Et les Russes ont fait pousser aussi quelques petites choses et ils les ont mangées. Il y a une vidéo sublime mais de mauvaise qualité où on voit un Russe qui récupère, ils ont 3 feuilles de salade qui ont poussé, ils sont en orbite. Le vert, c'est la seule couleur qui n'est pas dans les stations si vous ne la mettez pas. Il prend ça, il mange la feuille, il a l'air aux anges de manger une feuille de salade comme ça, direct en orbite, quoi. Et donc voilà, c'est ça qu'on sait faire. Donc on voit qu'il y a encore d'énormes écarts entre la réalité et puis le rêve, bien sûr. Juste un parallèle qui n'était pas prévu dans notre conférence, mais je le fais très rapidement. La culture, ça a un double sens. La culture des plantes et puis la culture... en tant que culture d'une collectivité, d'une communauté. Et la science-fiction s'est posé la question des deux. C'est-à-dire qu'effectivement, là, ils font pousser du maïs et en réalité, voilà. Mais vous pouvez aussi comparer ce que c'est qu'une culture dans une société et ce qu'il en reste dans un monde clos. Et bien souvent, dans les récits de science-fiction, je pense notamment aux Orphelins du ciel de Robert Heinlein, le même auteur que j'avais évoqué tout à l'heure, il y a une déperdition de la culture. Et très rapidement, les savoirs, les connaissances deviennent aussi ridicules que ça. Et si la première génération d'habitants de la station sait très bien l'histoire de la Terre, la deuxième le sait un peu moins. Pierre Thomas parlait de la formation des enseignants et des élèves. La troisième un peu moins. Et enfin, à génération après génération, il reste rien, à tel point que souvent, la science-fiction nous montre qu'au bout de quelques générations, ceux qui vivent dans le vaisseau vivent dans le vaisseau comme si le vaisseau est le monde. Et donc leur monde à eux, leur physique à eux, c'est cet univers dans lequel le ciel est incurvé, dans lequel l'horizon remonte au-dessus de la tête, et ils perdent complètement les savoirs scientifiques qui étaient ceux qui ont été développés sur Terre. Et alors on trouve justement dans ces romans-là de science-fiction l'éclosion de nouvelles cultures qui font du vaisseau spatial, qui au départ était un moyen de transport, un monde à part entière. Ce qui veut dire que le regard qu'on jette sur notre environnement est fonction de notre environnement. Et donc, si on change d'environnement, Montesquieu le disait il y a très longtemps, il est possible de changer aussi de regard complètement sur l'organisation sociale, l'utilisation des ressources, etc. Donc, vous voyez, donc, le double sens de culture est très révélateur et très parlant pour moi. Je vais juste faire cette petite ajout. Alors la station Cooper autour de Saturne, la voilà encore, avec une vue intéressante, où il joue au baseball dedans, donc on est bien dans un film américain.
Alors, Oui. je ne recommande pas de jouer au baseball en orbite autour de Saturne. D'abord, il faut être taré. Il y a Saturne sous vos pieds, vous vous précipitez sur un hublot, vous en décollez pas pendant, disons, 6 mois. Et au bout de 6 mois, quand vous êtes comme vraiment lassé du spectacle, bon, vous éventuellement, vous jouez au baseball. Ensuite, il y a une deuxième argument d'éviter de jouer au baseball, tout simplement parce que, encore une fois, dans une station comme celle-ci, de petite taille, enfin 200 mètres, ça rigole pas, mais je parlais c'est-à-dire de plusieurs kilomètres pour que la force de Coriolis devienne un peu, disons, faible, un 20e peut-être de la force de pesanteur, de l'attraction de pesanteur, ou donc de la force centrifuge, qui est son équivalent local. Eh bien, la force de Coriolis ne sera pas négligeable dans ces situations-là. Et si vous êtes dans un cylindre qui tourne comme ça, donc l'axe de rotation, il est dirigé vers vous, d'accord? Non, il est dirigé vers moi, il vient de vers vous à moi, donc ça tourne comme ça. Si je cours vers vous, donc parallèlement à l'axe, tout va bien. Si vous faites un footing dans une station orbitale comme ça, le long de l'axe, la force de Coriolis sera nulle. Si maintenant vous faites un footing dans le sens de la station, c'est-à-dire l'axe de rotation est comme ça, et vous faites un footing comme ça, là ça va être compliqué. Vous allez sentir un changement de votre poids apparent. Parce que la force de Coriolis va s'additionner ou se soustraire selon le sens dans lequel vous allez courir à votre poids. Donc si vous courez dans le mauvais sens, vous allez vous sentir un peu plus lourd, d'autant plus que vous courez vite. Et dans l'autre sens, un peu plus léger, d'autant plus que vous courez vite. Voire, si vous courez dans le bon sens, dans le sens opposé au sens de rotation de la station, vous allez annuler votre poids apparent. Et vous allez vous retrouver à voler. C'est facile de voler dans une telle station, vous courez très vite, exactement le long d'un cercle équatorial, enfin il y a plein d'équateurs, d'un cercle qui a pour axe l'axe de rotation, et puis vous vous retrouvez à vous sentir plus léger. Ça veut dire qu'il faut prévoir les sacs à vomi quand vous faites de la course en zigzag. Alors il faut vomir dans l'axe central. Oui, l'axe central, c'est pas de sac à vomi, et vous faites des allers-retours comme ça, bêtement. Vous avez 50 km, normalement, ça devrait le faire. Et puis, dernière chose, vous pourriez sauter en l'air, ou de façon plus rigolote, plus parlante encore, vous pourriez jeter des balles en l'air, ça peut arriver quand on joue au baseball, enfin, on jette pas la balle en l'air, mais enfin, la balle, elle a un mouvement aussi vertical. Alors, si la station tourne comme ça, et que vous jetez une balle en l'air verticalement, alors elle va retomber en dehors de votre main. Là, si je fais ça sur Terre, elle retombe dans ma main. En pratique, non, parce que, on sait bien, il y a la déviation vers l'est, qui est justement due à la force de Coriolis, mais qui est assez faible par rapport à la gravité terrestre. Là, dans ce cas-là, elle ne serait pas très faible, elle va tomber à côté de votre main. Ça peut être 1 mètre, 2 mètres, ça va dépendre de la vitesse à laquelle vous lancez votre balle, ça va dépendre aussi, finalement, de la pesanteur, enfin, de la vitesse de rotation de la station, pour le coup, pas de son accélération, de la vitesse de rotation de la station. Et donc, vous allez jeter une balle, elle va tomber du côté où ça part, de l'autre côté à droite. Donc, il va se passer des tas de choses bizarres. Donc jouer au baseball là-dedans, ça veut dire qu'il faut vraiment en vouloir, quoi. Sachant qu'il y a Saturne en plus à côté, quoi. Mais ça va, les balles auront des trajectoires bizarres. Pour la partie sac à vomi, il y a aussi les immeubles à fond 10 mètres de haut. Donc ça veut dire qu'en montant, vous changez de distance au centre, hein. Vous êtes plus près du centre, donc la gravité apparente est plus petite. Donc si vous voulez savoir si vous avez maigri, vous vous pesez en gros au 3e étage, hein, et vous perdez à peu près 5% de votre masse, enfin de votre poids apparent. Donc du coup, vous avez l'impression que votre masse a diminué de 5%, alors que c'est juste la pesanteur qui a varié. Pour faire ça sur Terre, il faut monter de 160 km en altitude. Donc ça veut dire que vous ne faites pas tous les jours, quoi. Même si vous allez au sommet de l'Everest, ça va changer un peu, mais ça va pas être très efficace pour le régime. Alors, et c'est ça qui est intéressant, je reviens sur ce que disait Hugo, c'est que là, finalement, dans cette station, ils ont fait un décalque, mais strict, d'une bonne petite ville du Midwest américain, qu'ils ont transplanté intégralement. D'ailleurs, le gars boit une bière, il a une maison en bois dans son truc, enfin, c'est d'un ridicule achevé. Ils ont strictement décalqué une ville américaine dans une station qui est beaucoup plus petite que la Terre, évidemment, donc avec des contraintes de taille où on touche déjà les bords de la Terre, si j'ose dire, les limites de la Terre, on est déjà en train de les explorer, même de les dépasser, et ils font exactement la même chose que sur Terre. Mais même, c'est bien pire, là, ils sont morts à faire leurs conneries en pas longtemps. C'est juste une tuerie ce qu'ils sont en train de faire là. Et nouveau monde, et monde en réduction, monde transposition de la biosphère terrestre pour évidemment maintenir des humains vivants, transposition de la biosphère terrestre dans des dimensions encore plus réduites, avec encore plus ces contraintes de limites, transposition des règles sociales. Bien automatiquement, sûr. Ça ne peut pas être autrement. Qui a l'air, qui a l'eau, quand il y en a des quantités limitées. Pour l'instant, l'air et l'eau vous sont disponibles à peu près gratuitement. Il y a des pays où ça va commencer à pas rigoler pour l'eau, et puis pour l'air, on verra. Il y a bien un jour des gens qui vous vendront l'air qu'on respire, parce que vous en aurez marre de respirer des choses polluées. Donc, changement de monde, changement de règles, c'est automatique. Et la question se pose, quelles règles alors? Comment on prévoit le coût? Comment on anticipe le coût pour que les règles soient supportables?
ou qu'elles permettent la pérennité, ça dépend. Est-ce qu'elles doivent être supportables pour les humains qui y vivent, ou est-ce qu'elles doivent permettre la pérennité, le long terme de la station. Et on aboutit peut-être à la conclusion que vivre dans un milieu confiné et fini, comme ces stations, mais comme l'est la Terre, c'est peut-être aboutir à des règles violemment anti-individualistes et antidémocratiques, avec des règles qui ne s'appliquent à tous, mais qui ne sont pas un choix, qui ne restent pas d'un choix collectif décidé ou voté par les individus. Bien sûr, hein, si vous changez ici, Christopher Nolan n'a pas fait beaucoup d'efforts en sociologie, hein, on ne peut pas lui en vouloir, il a fait un film sympathique, mais la bonne science-fiction, c'est celle qui prend en compte tous les aspects, pas simplement les aspects techniques. Techniquement et scientifiquement, il est bon, Roland vient de le montrer. Sociologiquement et juridiquement, c'est juste un film de merde. Parce qu'en réalité, comme le Roland vous l'a dit, les règles ne pourront pas être les mêmes. Dans une économie de pénurie, comme est en train d'ailleurs de devenir la Terre, la démocratie risque de mal fonctionner. Ou alors, il faut reformuler ce que nous appelons les droits de l'homme. Et les droits de l'homme, pour l'instant, il y en a deux qu'on n'a pas inscrits dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui sont très simples. 1, le droit de respirer. 2, le droit de s'hydrater. Et nous sommes en période de canicule, je pense que vous mesurez, pour le second au moins, ce que je veux dire. Dans une station orbitale de 20 millions de personnes, qu'elle soit cylindrique ou de forme ronde ou autre, les ressources sont limitées. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que ce sont les plus riches qui vont accumuler des dizaines d'hectolitres d'eau ou des volumes d'air respirable et qui vont ensuite le revendre aux plus pauvres? Est-ce qu'on veut ce genre-là de société? Ou est-ce qu'on va faire de nouvelles déclarations des droits de l'homme et du citoyen, comme actuellement l'UNESCO est en train de travailler à une nouvelle déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dans laquelle, précisément, l'accès aux ressources vitales sera la condition sine qua non du statut d'être humain, quel que soit le régime politique, quelle que soit l'origine, quels que soient les moyens. Et souvent, la science-fiction, on va le voir dans les dernières diapositives de notre présentation, a posé ce genre de problème, c'est-à-dire ce retour réflexe, et on est en train de le voir venir, à des sociétés profondément inégalitaires, où les riches sont de plus en plus riches et entretiennent une société dans laquelle les pauvres deviennent de plus en plus dépendants, au point de devenir parfois des esclaves qui ne portent pas leur nom. Donc cette société-là, elle ne peut pas marcher. La société qui peut marcher, c'est celle qui représentera, qui se reposera la question dans une grande assemblée délibérative, une sorte d'état généraux de l'humanité, qui sommes-nous et quel type de société on veut. Et là, il y a une vraie opportunité que les stations spatiales peuvent nous apporter, en termes d'expérience de pensée. Alors pour finir, on va évoquer rapidement, mais rapidement pour en arriver à un autre point, une autre possibilité des mêmes époques, ces cylindres de O'Neill et les tors de Stanford. Ça a été fait par un groupe d'étudiants qui était piloté par des ingénieurs de réflexion sur des stations orbitales toriques, un peu à la mode de Wernher von Braun. Je ne vais pas épiloguer longuement pour ne pas trop amputer sur le temps global de la conférence, qui déjà atteint pas loin d'une heure. Voilà des vues intérieures. Donc là, vous voyez, c'est déjà un peu plus précis. On sent quand même que ce n'est pas vous qui allez pouvoir aller là-dedans. Déjà, sur Terre, ce n'est pas vous qui avez ça. Oui, c'est des villas. Donc en orbite, ce n'est pas vous qui irez là-bas. Là, ça montre encore un peu plus le système. Donc là, vous voyez, c'est un système torique. Donc on est vraiment sur la paroi latérale. Et évidemment, ces tors de Stanford ont été tout à fait mis en scène, magnifiquement mis en scène par Elysium. Il faut un peu baisser la lumière. D'accord. Remarquez ce qui est indiqué au début en anglais. Ça, c'est la Terre. Ça, c'est la Terre. Vous voyez. Demain. Ça, c'est la Terre épuisée. Épuisée, littéralement épuisée. Avec. La Terre toujours aussi magnifique vue de l'espace. Et évidemment, elle est belle à regarder, mais elle est plus belle à vivre. Et donc, on va sur une station orbitale qui est un tort de Stanford un peu différent. Et regardez, les images sont comme spectaculaires. Landan, c'est une terre idéale, c'est pas vous qui allez habiter là. Vous avez déjà pas les moyens d'habiter dans un truc comme ça sur Terre.
la plupart d'entre vous probablement. Donc c'est pas vous qui allez habiter là. Donc qui sera là? C'est dit explicitement dans le film. Les plus riches ont les moyens d'échapper aux catastrophes de la Terre. Évidemment, ils sont dépendants de la Terre parce que cette structure-là est encore plus petite que la Terre. Ils sont dépendants de la structure terrestre pour avoir comme seulement d'eau et des choses comme ça, mais ils se sont échappés de la surface de la Terre et ils ont laissé croupir toute l'humanité dans un monde en déliquescence. Le titre du film est clair, hein, c'est Elysium, donc c'est l'Olympe. Hein, c'est l'Olympe des dieux de demain qui sont voilà, les riches qui pourront se payer ça. Se payer ce monde idyllique où ils se mettent littéralement en dehors du monde. Vous savez, on a aujourd'hui aux États-Unis et dans beaucoup de pays ce qu'on appelle des gated communities. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. C'est des ensembles, des groupes de villas, des copropriétés, gated, entourés de murs avec des milices privées. Et on vit là comme dans des petites utopies à part, en dehors du monde. Alors Carl Sagan, que vous connaissez bien ici, l'un des grands vulgarisateurs, l'auteur de Contact, mais qui a aussi fait énormément pour l'histoire de la vulgarisation scientifique, eh bien, nous dit en 1985, avec une grande lucidité, que ce qui risque d'arriver, et malheureusement quand le pire est possible, souvent il est réalisé, eh bien, c'est que ces stations spatiales soient réservées à une élite. Alors, ce sera les premières stations spatiales de retraités riches. Riche, hein, parce que tout le monde ne peut pas être retraité. Ne commencez pas, j'en vois déjà qui se réjouissent. Mais non. Il n'y aura plus de sécurité sociale, probablement. Donc les premières et rudimentaires maisons de retraite spatiale, à quelques centaines de kilomètres d'altitude, furent opérationnelles dans les toutes dernières années du deuxième millénaire. Donc elles existent déjà, mais vous ne le savez pas, parce que comme c'est secret, on n'en parle pas. En dehors du coût, il existait un autre inconvénient grave, les dommages entraînés par l'apesanteur sur les os, comme l'a dit Roland, et le système vasculaire rendent impossible tout retour dans le champ gravitationnel de la surface de la Terre. Mais, nous dit Carl Sagan, pour ces riches vieillards, ce n'était là qu'un inconvénient mineur. En échange d'une décennie de vie de plus, ils étaient trop heureux de prendre leur retraite dans le ciel pour finalement y mourir. Voilà. Donc c'est peut-être ça qui nous attend. On parlait de SpaceX, et moi je suis tout à fait admiratif d'Elon Musk, mais attention, qui aura les moyens de se payer un vol orbital, et derrière, qui aura les moyens de se payer une maison de retraite avec une vue imprenable sur la planète mère, la planète bleue? Alors, je montre cette image parce que ces rêves d'ingénieurs existent toujours. En 2011, il y a deux ingénieurs français, deux anciens du CNES, un ancien du CNES et l'autre, je ne sais plus, mais un des anciens du CNES, qui ont imaginé une station qu'ils ont appelée Apogeios, et que, vous voyez, je donne les dimensions là-bas, une structure qui pourrait accueillir 10 000 habitants, et qui est une structure qui ressemble à un tour de Stanford par certains aspects, mais qui a tout un tas d'autres structures pour l'alléger et pour la rendre aussi peu coûteuse que possible à fabriquer, à mettre en orbite et à fabriquer. Donc ces rêves d'ingénieurs, ils sont toujours là et toujours présents, avec l'idée de mettre non pas 6 humains dans l'espace en permanence, comme on le fait dans la station spatiale, mais d'en mettre des milliers, peut-être des dizaines de milliers. Alors, à l'époque des années 70, dont on parlait tout à l'heure, Gérard O'Neill et puis une autre personne, Stewart Brown, mais qui a édité, qui a collecté un certain nombre de textes, dont des textes de Gérard O'Neill. Voilà 2 livres qui ont été publiés simultanément, en fait, en 1977, The High Frontier, Human Colonies in Space, et puis Space Colonies, qui raconte tous ces projets, ce qu'il faudrait faire, combien ça coûte, où on pourrait les mettre. On n'a pas tellement discuté d'où on pourrait les mettre, en orbite autour de la Terre, où il y a d'autres endroits peut-être plus malins. Et donc, Stewart Brown, notamment, alors pas O'Neill, mais Stewart Brown, a demandé, a publié ce bouquin. D'ailleurs, on le trouve, hein, si vous cherchez Space Colonies, Stewart Brown, il y a une version en ligne, mais très mal mise en page, mais enfin, il y a l'essentiel qui est là, sur Internet. Et donc, ils ont demandé à tout un tas de gens de donner leur avis, qu'est-ce qu'ils en pensaient, un peu comme on demanderait aux people, qu'est-ce qu'ils en pensent, à quelques intellectuels, à quelques politiques, etc. Et ils ont notamment demandé à un gars qui s'appelle Lewis Mumford, qui est un spécialiste de l'histoire, un philosophe des techniques. Et Lewis Mumford, c'est un gars des années 70 qui a beaucoup critiqué la technologie, en fait pas tellement la technologie, mais la croissance à tout prix, la surconsommation. On est vraiment dans l'idée Club de Rome, la croissance à tout prix, la surconsommation, la fabrication d'objets non pérennes et le pillage des ressources terrestres de manière complètement incontrôlée. Et il a même nommé mégatechnique toute une structure qui est à la fois la structure scientifique de recherche, la structure technique de fabrication et la structure politique de gestion de tout ça. Il a appelé ça mégatechnique. Il a
accusé, enfin pas accusé, mais il a montré que cette grande structure-là était à l'origine, ou était, semble-t-il pour lui à l'origine, serait à l'origine de graves problèmes pour l'humanité future, tant elle s'occupait de piller les ressources et de les utiliser de manière très peu utile, très peu durable et très peu satisfaisante finalement pour les humains. Et donc Stewart Brand a demandé à tout un tas de gens, dont Lewis Mumford, et voilà la réponse qu'a envoyée Lewis Mumford à Stewart Brand. Elle est très courte. Si vous êtes familier avec mon analyse de The Pentagon of Power, c'est là où il analyse un peu tout ce que je vous ai raconté très rapidement et très succinctement, vous devriez savoir qu'en ce qui concerne les colonies spatiales, que je regarde les colonies spatiales comme une autre manifestation pathologique de la culture qui a dispersé la plupart de ses ressources à fabriquer des armes nucléaires pour exterminer la race humaine. Des propositions de cette sorte ne sont que des déguisements technologiques de fantaisie infantile. Voilà, je pense que c'est assez clair sur ce qu'il faut penser de ces projets-là, dans leur réalisation pratique. On a un vaisseau spatial à gérer qui est la Terre, qui est déjà lui-même fini et on en touche les bords et même largement. Le jour de dépassement, c'était le 1er août dernier. On pourrait discuter de ce concept-là, mais le jour de dépassement était quand même le 1er août dernier. Et donc, lui, il nous explique, parce que c'était aussi un philosophe technique critique de l'expansion humaine sur la Terre et sur la façon dont elle gère les ressources de la Terre. Donc, il était très, très, très critique. Comme vous le voyez, il avait fait une réponse assez sèche à Stewart Brand. Et effectivement, quand on compare ces rêves d'ingénieurs, les raisons, notamment celles de O'Neill, pour lesquelles ces rêves ont émergé, qui étaient finalement liées aux problématiques qui ont commencé à émerger vraiment dans le grand public et dans les discussions internationales de ressources, de climat, d'environnement, etc., eh bien, on se rend compte que ces colonies spatiales, telles qu'on nous les a décrites, aussi incroyables soient-elles, aussi spectaculaires, merveilleuses et rêveuses soient-elles, nous seront probablement interdites. Mais comme on ne voulait pas, avec Hugo, conclure sur un point aussi franchement raide, ce qui est quand même le réel, il faut pas... le réel est un professeur cruel, mais ou en tout cas contre lequel vous n'aurez pas raison facilement. Et on concluait en vous montrant quand même une image qui est due à Manchu. C'était un honneur à Manchu, une référence à Manchu, qui vous montre quand même que la science-fiction produit des choses absolument stupéfiantes, visuellement stupéfiantes, tout le sense of wonder de la science-fiction. Le personnage est là, une espèce de vaisseau incroyable, et regardez là l'horizon qui monte. Eh ben, c'est ce qu'on appelle en science-fiction une orbitale, c'est-à-dire une structure cylindrique qui a des dimensions qui se chiffrent en milliers, parfois en millions de kilomètres, et qui ont notamment été mises en scène dans certains romans de science-fiction. Oui, et puis pour vous dire finalement que même si le constat est clair, et je pense qu'il n'y a plus aucun doute à ce sujet, le GIEC a eu le prix Nobel, donc à partir du moment où le prix Nobel a été décerné à un groupe de recherche qui est censé déterminer la réalité du changement climatique et de ses conséquences. Et ça fait 50 ans qu'on est au courant, et notre seule station orbitale, c'est la Terre, et on n'a toujours pas fait ce qu'il fallait. Ce rêve-là est évidemment inaccessible, mais il a le mérite d'exister. L'humanité s'est souvent tirée de très mauvais pas par les plus visionnaires de ses membres. Elle a su rêver des futurs différents. Donc ce futur-là, regardez-le bien, parce que vous ne l'aurez jamais. Mais peut-être en le regardant, vous serez encouragé à changer celui qui nous attend. Voilà. Merci beaucoup de votre attention.